Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à cette deuxième journée de la conférence sur l'emploi organisée par le vice-premier ministre d'Allemagne, ministre fédéral de l'emploi et de l'économie. Nous parlerons une deuxième journée des fins des carrières harmonieuses et les défis sur le marché du travail en Belgique. Bienvenue au deuxième jour de cette conférence sur l'emploi organisée par le gouvernement fédéral et le vice-premier ministre Pierre-Yves Dermagne. Le thème de cette deuxième conférence annuelle sont les fins de carrière harmonieuses, mais nous voulons également évoquer l'augmentation du taux d'emploi, l'un des objectifs de ce gouvernement fédéral, et parler également des autres défis qui se posent sur le marché de l'emploi. Hier, le matin, nous avons entendu les différentes parties prenantes qui nous ont proposé leur avis. Nous avons aussi débattu avec 4 ministres régionaux qui sont responsables pour l'emploi dans leur région ou leur communauté. Dans l'après-midi, certains d'entre vous ont poursuivi la discussion et vous avez cherché des solutions dans le cadre de 5 groupes de travail thématiques. Les conclusions des travaux de ces groupes thématiques seront présentées ce matin par les présidents des différents groupes de travail et dans l'après-midi, les partenaires sociaux auront la parole. Nous aurons 3 débats. Il y aura à chaque fois 2 organisations patronales et 2 organisations syndicales qui seront représentées. Mais commençons donc avec les résultats des groupes de travail thématiques. Chaque groupe aura environ 25 minutes pour proposer les résultats de son travail d'hier. Tout d'abord, je donne la parole à Lisbeth Stevens, qui est directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et hier, ils ont discuté de la fin de carrière et du genre. Lisbeth. Bonjour à tous. Donc, je vais faire rapport des travaux du groupe de travail fin de carrière et genre. Le contexte dans lequel nous avons débuté les discussions, c'était une référence aux ambitions qui étaient reprises dans l'accord de gouvernement qui visait à porter à 80% le taux d'emploi, avec naturellement la conscience du fait qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, il existe encore beaucoup d'inégalités sur le plan du genre. Et c'est un aspect important à prendre en compte dans les discussions sur le taux d'emploi et la problématique des fins de carrière. En outre, il y a aussi tout le défi de la relance. Inutile de vous dire que la crise sanitaire a un impact très important sur le marché de l'emploi. Il y a aussi un impact qui est différent pour les femmes et pour les hommes. Et donc, tout plan de relance devra tenir compte de cet aspect. Le plan de relance belge le fait. Il tient compte de cet aspect, mais il y a aussi différents défis qui se posent à nous. Il faut savoir que dans le cadre de la relance, il y a beaucoup de moyens qui sont attribués à des secteurs dans lesquels aujourd'hui, ce sont surtout des hommes qui sont employés. Donc ça, c'est un premier défi. Il faut absolument veiller à ce qu'il y ait suffisamment de prise en compte des femmes dans ces secteurs, les secteurs qui vont soutenir la relance. Et d'autre part, dans le plan pour la relance belge, il y a un projet sur 5, plus ou moins, qui pourrait avoir potentiellement un effet positif sur l'égalité des genres en Belgique, mais cet impact positif potentiel doit véritablement être concrétisé. Et donc cela veut dire que le plan de relance devra faire l'objet d'un suivi tout particulier. La première partie importante des discussions portait sur les régimes de congés en Belgique et la nécessité d'en arriver à un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Et donc les partenaires sociaux étaient unanimes à cet égard. En outre, il y avait aussi une unanimité concernant les objectifs complémentaires qui doivent être également atteints dans le cadre de cette réforme des régimes de congés, à savoir que cela doit faire en sorte que ce type de congé puisse être davantage pris par les hommes, parce qu'à l'heure actuelle, la plupart de ces congés sont pris par les femmes, et donc l'ambition, c'est que cela débouche sur moins de départs des femmes. Il y a des études qui le démontrent. Si les hommes prennent en charge plus de soins pour la famille, le ménage, cela aura un effet positif sur le maintien des femmes au travail. Nous partons aussi du principe qu'une bonne réforme des régimes de congés
fera en sorte que tant les femmes que les hommes puissent continuer à travailler plus longtemps. Et nous partons également du principe qu'une prise plus équilibrée des congés par les femmes et les hommes permettra d'avoir moins de discrimination envers les femmes sur le marché du travail dans le cadre de stéréotypes ou de préjugés, à savoir qu'à un certain moment, les femmes quittent leur emploi lorsqu'elles commencent à s'occuper de leur famille, puisque à ce moment-là, les hommes aussi prendront en charge les soins. Deuxième objectif qui a été mis en avant dans le cadre de ces réformes et à propos desquels il y avait un consensus, donc cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée devrait être acquis en permettant à plus de parents célibataires de prendre des congés. Et cela nous a mené assez rapidement au constat qu'il existe une nécessité de simplifier et de prévoir plus de transparence pour tous les systèmes de congés. Il est aussi nécessaire d'augmenter l'allocation. On penserait plutôt à un calcul au prorata avec un plafond plutôt qu'un montant forfaitaire. Il a été signalé que seule une augmentation de l'allocation ne suffira pas pour réaliser un take-up et assurer une carrière plus longue. Il faut également être attentif à un effet Mathieu qui serait trop important. Alors, il faut poursuivre la concertation concernant le scope des régimes de congés qui sont concernés par la réforme. Les employeurs ont une vision assez large par rapport à cela. Et les syndicats ont également indiqué qu'il fallait aussi oser réfléchir aux nouvelles raisons pour lesquelles il est nécessaire de prendre des congés pour améliorer l'équilibre vie professionnelle vie privée. Il faut également avoir une concertation sur les implications budgétaires. Le point de départ des employeurs, c'est que ça devrait être neutre sur le plan budgétaire. Et bon, il y a aussi la remarque des syndicats, à savoir que ça peut être un investissement avec de nombreux effets positifs sur le taux d'emploi. Et sans surprise, il y a également une nécessité de poursuivre la négociation, la concertation concernant les modalités. Peut-être qu'il y aurait une possibilité de travailler avec un bonus, tant pour les hommes que pour les femmes, lorsque ces personnes prennent leur congé. Mais voilà, ce ne sont que quelques-unes des modalités qui devront encore faire l'objet de discussions ultérieures. Pour le reste, dans ce contexte, il y avait un consensus sur les conditions périphériques. On a surtout insisté sur l'importance d'avoir plus de possibilités d'accueil des enfants, qualitatifs, accessibles et finançables. C'est simple, hein, si vous n'avez pas d'accès à un accueil des enfants qualitatif et accessible, eh bien, à l'heure actuelle, vous aurez plus de personnes qui resteront à la maison. Personne n'aime laisser ses enfants seuls. Deuxième chose qui est nécessaire, c'est une modification de la modalité. On signale tout de même que dans la pratique, il y a des problèmes qui se posent par rapport à la prise de congé par les hommes. Et donc, on nous a dit que ça devait faire partie de la politique en matière de RH. Et donc, cela peut devenir un élément de la guerre des talents. Troisième condition périphérique, qui était à propos de laquelle tout le monde était d'accord. Donc, il y a différents défis qui se posent en ce qui concerne l'organisation du travail et il faut être attentif à la position des petites entreprises et des entreprises de taille plus importante. Deuxième thème qui a été mis en avant lors des discussions, c'est que dans le cadre de ces réformes, il faut tenir compte du gender mainstreaming. Donc, c'est une technique politique qui permet, lorsque de nouvelles politiques sont proposées, d'analyser l'impact qui sera celui de cette politique sur les différents groupes, les femmes, les hommes. Et donc, dès le départ, on peut dire quel est l'objectif. Donc, l'égalité, favoriser l'égalité entre les genres, par exemple.
Donc il faut entreprendre les démarches nécessaires. Il faut poursuivre la concertation dans ce contexte et déterminer qui se chargera du travail, qui fera quoi. En ce qui concerne ce gender mainstreaming, normalement, il y a plusieurs candidats. Donc, il y a le SPF Emploi, mais aussi le Conseil pour l'égalité des chances, l'Institut de l'égalité des femmes et des hommes. Donc, il y a différents partenaires très intéressants. Il faut aussi poursuivre la concertation sur l'objectif exact que l'on poursuit. Est-ce que l'idée est de ne pas augmenter l'inégalité entre les genres ou est-ce que l'objectif est de réduire l'inégalité entre les genres? Parce que parfois, cela va nécessiter des mesures différentes. Dans notre groupe de travail, nous avons également évoqué la question de la discrimination. Bon, les débats ont été assez brefs et on a surtout insisté sur le fait que la discrimination était un concept juridique, bien évidemment, mais bien souvent, c'est un concept assez lourd dans le langage courant. Si vous dites à une organisation, à une personne qu'on fait des discriminations, bien souvent, c'est perçu comme un jugement de valeur morale. Et donc, par la suite, les discussions deviennent fort difficiles. Et dans la signification juridique du terme, ça peut également avoir un aspect qui n'est pas intentionnel. On n'est pas forcément de mauvaise volonté lorsque on opère une discrimination. Donc là, il y a parfois des tensions qui rendent les discussions fort difficiles sur le terrain. Et donc, il y avait ici un consensus concernant l'importance d'avoir des exemples qui servent de source d'inspiration, l'importance de l'information, des bonnes pratiques. Et il faut aussi avoir des solutions négociées que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises. On a pensé à UNIA, mais aussi aux connaissances et aux expériences des consultants en diversité. Par la suite, nous avons également discuté du travail à temps partiel. Il y avait une unanimité à ce sujet. C'est une problématique qui concerne surtout le travail à temps partiel involontaire. Et là, nous devons surtout être attentifs aux secteurs dans lesquels on ne propose pas d'emploi à temps plein. Ou il y a aussi des secteurs dans lesquels il est impossible d'avoir un travail à temps plein, par exemple à cause des horaires atypiques qui rendent toute combinaison avec votre famille impossible. Si vous devez travailler uniquement après 9 heures du soir, c'est très difficile à combiner avec une famille, bien évidemment. Dans certains secteurs, il est clair aussi qu'un travail à temps plein serait trop lourd sur le plan physique. Et donc, il faut être particulièrement attentif à l'approche de cette problématique dans les secteurs où il y a beaucoup de travail à temps partiel. Le travail à temps partiel doit également être générateur de revenus et indépendamment du salaire, ça doit être suffisamment valorisé. Et donc, on en a discuté dans ce groupe de travail genre, puisque vous savez sans doute que dans les secteurs où il y a beaucoup de travail à temps partiel, il y a généralement énormément de femmes. Dans notre groupe de travail, nous avons évoqué de nombreux thèmes parce que d'emblée, il était clair que la fin de carrière était le résultat de toute la carrière, y compris dans la perspective du genre. Et donc, d'autres éléments ont été soulevés. Bon, il y en a plus que ceux que j'ai énumérés ici, mais j'ai repris ici les principaux parce que toutes les personnes estimaient qu'il fallait poursuivre le travail de réflexion sur ces thèmes-ci. Et donc ici, il s'agit de l'importance de la formation. Il faut être attentif au genre dans ce contexte, en raison de ce que nous avons tous connu jusqu'à présent, l'importance de la concertation sociale est claire aussi, ça a été mis en avant, surtout en ce qui concerne le travail effectué indépendamment des horaires et du lieu. On avait vraiment envie de trouver des solutions pour essayer de relever le défi. À différents moments, on a également insisté sur l'importance d'avoir des mesures qui soient réfléchies au niveau sectoriel. On ne peut pas partir du principe qu'une approche sera la bonne partout, elle n'aura pas les mêmes effets partout, c'est très clair. À la fin
des discussions, on a commencé à mettre en avant des réflexions philosophiques et on a dit clairement qu'il fallait également reconnaître la valeur du travail. Le travail, c'est une manière de s'épanouir, d'avoir une indépendance financière et c'est important. Parallèlement, on a insisté aussi sur le fait que le travail devait être valorisé sur le plan qualitatif, ça ne peut pas être un travail précaire, et ce que j'ai trouvé assez important de mettre en avant, parce que hier, dans notre groupe de travail, nous avons une belle illustration de ce cas-ci, et donc il faut vraiment marquer l'importance de la confiance entre les partenaires sociaux. Il faut qu'ils osent réfléchir à des questions qui sont parfois épineuses. Et donc j'en arrive avec ceci à la fin de mon rapport sur les travaux qui ont été menés dans le groupe de travail fin de carrière et genre. Merci Madame Lisbeth Stevens. Voilà pour le groupe de travail fin de carrière et genre. Il y a différents éléments que nous pourrons reprendre tout à l'heure avec des partenaires sociaux. Fin de carrière et santé. On en a parlé dans le groupe thématique qui a été présidé par Aurore Massard, qui est directrice générale de la déhumanisation du travail au service public général emploi et travail. Et je lui donne la parole, Madame Massard. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc hier après-midi, comme Wim de Wilder vient de l'expliquer, nous avons animé un workshop sur les fins de carrière et la santé. Quel était l'objectif principal du workshop? C'était bien évidemment de recueillir des pistes de réflexion sur ce que l'on peut mettre en place en matière de bien-être au travail, et j'insiste beaucoup, c'est le bien-être au travail, pour préserver la santé et ainsi assurer une fin de carrière harmonieuse des travailleurs plus âgés. En partant d'un constat, et ce constat est essentiel, c'est que le thème de la santé, il est récurrent tout au long de la carrière professionnelle. Ce n'est pas la panacée des fins de carrière, au contraire. Et donc une politique de prévention, dès le début de la carrière et tout au long de la carrière, est indispensable au sein des entreprises pour qu'on puisse offrir des conditions de travail durables. Les slides que vous voyez et qui sont diffusés en ce moment, ce sont les slides qui ont été présentés hier et sur lesquels nous avons travaillé. Ce que vous voyez en vert, ce sont des ajouts suite aux discussions que nous avons eues avec les partenaires sociaux. Et donc, vous voyez directement que cette politique de prévention, c'est une des priorités qui a été mise en évidence par l'ensemble des partenaires sociaux pendant le workshop. Par rapport à cette politique de prévention, les partenaires nous ont également dit qu'il est nécessaire d'apporter un support, un soutien, tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Qu'est-ce qu'on entend par ce support ou ce soutien? C'est à la fois de l'expertise, mais c'est également un soutien financier. Tout en faisant attention aux PME et aux très petites entreprises, les TPE, parce qu'au sein de ces structures, il faut vraiment pouvoir accompagner davantage les politiques, la mise en place de politiques de prévention. Lorsque l'on a préparé le workshop, on a pris connaissance d'un ensemble d'informations que nous avions reçues avant la conférence, des informations que nous avions reçues principalement des partenaires. Et de toutes les informations que nous avions reçues, il y avait un fil rouge. Ce fil rouge, c'est qu'il fallait réfléchir à un travail faisable et durable durant toute la carrière. Alors, quels sont les éléments que l'on doit mettre en évidence par rapport à ce travail faisable et durable? Pour se sentir bien au travail, il faut que le travail soit motivant. Il faut qu'il offre suffisamment de possibilités d'apprentissage. Il faut que le travail ne cause pas de troubles physiques, que l'on appelle en général les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais ne cause pas non plus de stress, donc de risques psychosociaux, qui occasionneront des problèmes de santé. Et enfin, il faut que le travail s'inscrive dans un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. À ce sujet, les partenaires sociaux étaient tout à fait d'accord pour dire que l'importance des aspects positifs du travail doivent être mis en évidence. Le travail, ça engendre des revenus, mais ça engendre aussi des contacts sociaux, ça engendre des valeurs, ça engendre du sens,
mais ça engendre également le bien-être. Donc il est vraiment très important d'insister sur ces aspects positifs du travail, mais également de faire le focus sur les talents. Alors le thème de la santé, on l'a un petit peu divisé en 3 parties ou en 3 thèmes de discussion. Et le premier thème de discussion avait un rapport avec les nouvelles façons de travailler. Où et quand je travaille? Où? Du bureau, de la maison, d'ailleurs, et quand, à quel moment de la journée. Alors à ce sujet-là, l'ensemble également des partenaires estime qu'il faut bien repenser l'organisation du travail hybride, donc cet équilibre entre le travail que l'on exécute au bureau et le travail que l'on exécute en télétravail, qu'il faut repenser cette organisation de manière durable afin d'augmenter la productivité, l'innovation, mais également le bien-être des travailleurs. À nouveau ici, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, très important. Qui dit travail digital, puisqu'en général on travaille à distance, on est beaucoup plus dans le travail digital, dit importance de la déconnexion, donc repenser à cet aspect de la déconnexion, aller plus loin dans ce débat de la déconnexion. Repenser aussi à l'impact de la crise coronavirus que l'on vient de connaître. Cette crise, elle nous a fait penser à 2 choses. Comment est-ce qu'on fait pour garder le lien entre les collègues et avec l'entreprise? Donc comment est-ce qu'on garde ce collectif du travail, mais comment est-ce qu'on garde aussi le sens du travail? Donc il faut bien que cette crise Corona, on s'en serve pour qu'elle nous apporte quelque chose et qu'on évolue dans cette vision de voir les choses. Ça, on est plutôt dans le « où je travaille ». Mais dans le « quand je travaille », il a été également mis en évidence que les horaires de travail atypiques entraînent des risques spécifiques. Alors, quand est-ce que l'on retrouve ces horaires atypiques? Essentiellement dans l'e-commerce, puisque la plupart du temps, l'e-commerce se fait en soirée, mais également pendant la nuit. On parle du travail de nuit, il y a bien d'autres travailleurs qui travaillent de nuit et qui ne sont pas dans l'e-commerce. Eux aussi sont exposés à des risques spécifiques. Même chose pour les travailleurs à pause. Il en va de même pour les travailleurs qui exécutent leur travail via des plateformes numériques. À propos de l'ensemble de ces sujets, donc cette nouvelle façon de travailler, les partenaires sociaux nous ont dit que pour eux, il était important que tous ces thèmes soient abordés via le dialogue social. Une deuxième façon d'aborder également la santé sur le lieu de travail et donc de pouvoir préparer des fins de carrière harmonieuses, ce sont les risques professionnels et les conditions de travail. Alors pendant le workshop hier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Valentine Delceau, qui est médecin du travail, mais également médecin inspecteur au sein du contrôle bien-être au travail. Et Valentine est venue un petit peu nous expliquer sur le terrain, en tant que médecin du travail, à quel type de risque professionnel elle est exposée et quel est un petit peu son ressenti par rapport à la vision des travailleurs et des employeurs. Et donc, toute cette discussion fait que l'on doit se poser une question essentielle. Est-ce que les risques professionnels, ça nécessite vraiment une approche différente pour les travailleurs âgés? On en revient un peu à cette question. Est-ce qu'il n'y a que les travailleurs âgés qui sont exposés aux risques professionnels? Et en effet, ce n'est pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut faire quelque chose de spécifique, à partir de quel âge faut-il le faire? À partir de 45 ans, de 50 ans, de 55 ans? C'est très compliqué de mettre une jauge, de mettre un compteur précis, parce que c'est tout à fait subjectif et ça dépend des personnes. Quoi qu'il en soit, ces risques professionnels, à un moment donné de la carrière, il faut pouvoir les identifier. Et plus précisément, à partir d'un certain âge, il faut aussi mettre en évidence les risques qui seront plus spécifiques pour des personnes plus âgées. Il faut aussi penser à adapter les conditions de travail en fonction de ces risques. Il faut aussi prévoir des formations et des formations spécifiques pour faire face à ce type de risques particuliers. Ces risques doivent aussi être catégorisés par secteur. On pense par exemple aux titres services, qui ont été également mis fortement en évidence pendant la crise du coronavirus, mais aussi une catégorisation par profession. Et enfin, il faudrait des accords sectoriels en matière de faisabilité, mais également des plans d'emploi pour les travailleurs plus âgés. À savoir qu'il existe déjà la CCT 104, donc la Convention collective de travail, qui a pour thème ces plans d'emploi pour les travailleurs plus âgés. Et donc,
on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de revoir un petit peu la mise en œuvre de cette CCT 104, en tout cas de la monitorer. Pendant les discussions lors du workshop, nous sommes venus sur le thème de la pénibilité et à ce sujet-là, ce qui est surtout ressorti des discussions, c'est que la priorité doit être donnée à la prévention tout au long de la carrière. Il faut vraiment une politique de prévention adaptée pour justement faire face à ces problèmes de pénibilité. Les discussions n'ont pas été beaucoup plus loin puisque, évidemment, c'est en lien aujourd'hui, il y a un lien à faire aujourd'hui avec la discussion actuelle que l'on connaît sur les pensions. En matière de risques professionnels et de conditions de travail, il y a deux choses à mettre vraiment en évidence, c'est que les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques sont les deux principales causes d'invalidité en Belgique. Souvent, de plus, les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques connaissent des interactions. Et ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une personne qui souffre de stress, de dépression, de burn-out risque d'avoir des problèmes musculo-squelettiques. Et inversement, quelqu'un qui souffre de maux de dos, par exemple, ou de douleurs musculaires, cela se ressentira aussi sur son bien-être sur ses risques psychosociaux. Donc, ces deux points d'attention doivent vraiment être pris en évidence et doivent être pris en tout cas avec une approche spécifique. Pour ça, une suggestion qui nous a été faite, c'est d'utiliser le système des maladies professionnelles et plus précisément de s'inspirer des trois piliers intégrés. Les trois piliers qui sont l'indemnisation, la prévention, mais également la réintégration et le rétablissement. Ce système doit être orienté à la fois vers l'employeur, mais également vers le travailleur. On pense par exemple au programme de prévention pour le dos, mais également au projet Burnout. Tout en tenant compte des nouveaux risques professionnels. Et donc ça implique de moderniser le système qui existe actuellement. En matière de données et de mise à disposition d'informations, à propos notamment des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, il est apparu qu'il est important que l'on collecte plus rapidement, et donc il faudrait essayer d'avoir ces informations, comme on le disait, quasiment au jour le jour, ce qui est une utopie, mais en tout cas le plus rapidement possible, collecter le plus rapidement possible des chiffres et des données sur ces troubles, sur ces risques, et pouvoir les data miner, pouvoir les comparer avec d'autres données, à la fois au niveau global, mais au niveau sectoriel également. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que pour prendre des décisions politiques qui aient le plus d'impact possible, il faut se baser sur des données objectives. Et ces données, peut-être qu'aujourd'hui, elles ne sont pas encore suffisamment exhaustives. Et donc là, à ce niveau-là, il y a certainement un travail à envisager. Alors après avoir vu ces nouvelles formes de télétravail et ces risques professionnels, il y avait également une approche individuelle ou une approche spécifique qui devait être mise en évidence. Et à ce niveau-là, nous avions 4 points d'attention. Le premier point d'attention, c'est une approche spécifique pour les travailleurs en situation de handicap. Hier matin, on a eu une présentation sur cet aspect. Et de fait, il faut penser à ces travailleurs qui, en fait, en raison de leur état de santé, n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les travailleurs qui sont en bonne santé. Il faut aussi penser et éventuellement même revoir le système de réintégration des travailleurs après une maladie, bien souvent de longue durée. Alors, s'il est évident que l'on pense à une reprise progressive et adaptée du travail, hier, il a été mis en évidence qu'il fallait également stimuler, et si possible stimuler financièrement cette reprise, mais également la promouvoir, de faire davantage de promotion autour de ces trajets de réintégration. Pourquoi? Parce que le travail, c'est vraiment un élément essentiel dans le rétablissement. Et donc, il est essentiel, dans ce cadre-là, d'entamer les trajets de réintégration assez tôt. Il faut commencer à temps ces trajets de réintégration pour pouvoir se donner toutes les chances de la réussite. Il faut venir avec de nouveaux concepts. Le concept du job crafting, par exemple, et donc tenir compte des compétences et des qualités individuelles des travailleurs pour pouvoir retrouver un travail qui leur convient au mieux.
Il faut une approche multidisciplinaire lorsque l'on est dans un trajet de réintégration, c'est très important et ça a été mis en évidence hier également. Il faut ici aussi disposer de données et de chiffres. Comme on l'a vu pour les risques professionnels, la réintégration, ce sont des trajets qui aujourd'hui nécessitent d'être beaucoup plus soumis à ces données envers les partenaires sociaux, mais également envers les travailleurs, envers les employeurs. Il faut davantage pouvoir expliciter comment les choses se passent. Et enfin, ce qui est très important dans le trajet de réintégration, c'est le rôle du médecin du travail. Ce rôle a été mis plusieurs fois en évidence hier, avec 2 points d'attention. Il faut beaucoup plus d'échanges d'informations entre les différents médecins qui sont susceptibles d'intervenir dans un trajet de réintégration. Alors on pense aux médecins du travail, mais aussi il faut penser aux médecins traitants et éventuellement aux médecins conseils. Donc il faut pouvoir s'échanger beaucoup plus d'informations. Mais aujourd'hui, on est face aussi à un manque de médecins de travail. Et donc par rapport à ça, une discussion qui est venue, c'est le rôle que pourraient prendre les infirmiers. Tout en étant, et donc ça a été bien dit hier, c'est un point d'attention, il faut cadrer ça. Si on devait arriver à ce que les infirmiers prennent un rôle dans ce trajet et viennent soutenir les médecins du travail, ils doivent alors recevoir une formation spécifique pour pouvoir travailler convenablement par rapport à ces trajets de réintégration. Les 2 derniers points qui ont été envisagés dans le cadre de l'approche individuelle, mais qui ont certainement également été envisagés dans 2 autres workshops, c'est l'aménagement des conditions de travail pour réduire les contraintes physiques, les contraintes chimiques, les contraintes biologiques, donc les dangers auxquels on est confronté. Et pour cela, 2 choses étaient mises en évidence. Tout d'abord, repenser aux créditants en fin de carrière et aux congés thématiques. Et pendant la discussion, on nous a même dit qu'il faudrait oser faire un exercice de rationalisation de ces congés, voire de redistribution sur l'ensemble de la carrière. Mais dans le cadre des conditions de travail également, on nous a parlé d'adapter le temps de travail. Et enfin, en ce qui concerne la formation et l'apprentissage, des choses qui sont mises en évidence et qui sont très importantes, c'est que pour pouvoir se sentir bien au travail, il faut pouvoir se reconvertir à tout âge. Il faut pouvoir se réorienter quand on sent que c'est nécessaire. Il faut pouvoir permettre, mais surtout faciliter la mobilité professionnelle, en ce compris vers d'autres employeurs ou dans d'autres statuts. Ce qui était mis ici en évidence, c'est que des personnes qui ont un statut d'employé ou d'ouvrier pourraient très bien prendre un statut d'indépendant. Voilà les différents points d'attention qui ont été soulevés hier lors du workshop. Pour conclure, je tiens à préciser que nous avons eu vraiment des discussions qui étaient très riches. La plupart du temps, il y avait beaucoup de convergence entre les points de vue des partenaires sociaux. Donc, ce n'étaient pas des débats houleux, au contraire. Tout le monde trouvait que cette thématique de la santé était très importante. Mais le maître mot, c'est la prévention. La prévention tout au long de la carrière, pour en tout cas faire en sorte qu'au niveau du bien-être au travail, les personnes puissent arriver en fin de carrière en étant en bonne santé. Merci. Merci beaucoup, Madame Assard. Jean-Paul Delcroix, le secrétaire général du Conseil national du travail, nous proposera maintenant les résultats de son groupe thématique, c'est-à-dire le groupe qui a parlé de l'emploi et des conditions de travail. Jean-Paul Delcroix. Merci Wim pour me donner la parole et essayer d'intervenir après les 2 premiers intervenants. Et je constate par rapport aux travaux qui ont été menés au sein du groupe de travail sur les conditions de travail qu'il y a une belle progression dans les prises de parole et que le thème qui a animé en fait nos réflexions hier après-midi était un thème qui était relativement large et peut-être moins ciblé que les thèmes qui occupaient les autres ateliers. Et donc c'était une difficulté qu'il a fallu affronter et ça s'est fait dans un débat aussi ouvert, dans un débat libre, respectueux des positions des uns et des autres, tout en sachant en fait que le thème des conditions de travail est un thème très sensible, pour ne pas dire clivant ou houleux au sein des organisations et des différents bancs employeurs-travailleurs, et que les organisations ont des positions bien affirmées sur toute une série de problématiques inhérentes aux conditions de travail,
Je ne vais pas les énumérer maintenant, mais en tout cas, ces positions ont été rappelées en partie dans un certain nombre de thématiques qui ont été abordées. Ce rapportage, on va éviter en fait à ce stade-ci de montrer ce qui diverge, mais au contraire essayer de montrer ce qui a rapproché en fait les points de vue. Et donc, les positions des uns et des autres ont été de toute façon communiquées entre eux et également vis-à-vis de la cellule stratégique. Donc, on travaille sur un terrain qui est bien balisé. Et dans ma présentation ici, moi, je vais essayer surtout de me concentrer sur, d'une part, essayer de dresser des constats qui sont communs, mais certains, on va voir qu'avec les présentations qui ont déjà été faites, il y a une cohérence qui a traversé l'ensemble des ateliers. Et donc, ce que je vais dire risque peut-être de faire redite avec ce que vous avez déjà entendu par rapport au résumé d'Aurore et de Lisbeth. Bon, des constats communs, des balises pour les débats à venir, et donc là, ça donne des perspectives peut-être de co-construire un certain nombre de choses ensemble. Et enfin, des pistes peut-être qui ont été mises en vrac sur la table, qui n'ont pas nécessairement recueilli des consensus, mais dont nous avons estimé qu'elles pouvaient être versées dans le débat pour poursuivre le dialogue qui n'en est qu'à ses prémices. Donc je vais essayer d'inventorier avec ces trois têtes de chapitre et avec vous ce matériel qui a été mis à disposition hier dans le débat, d'identifier les champs du possible, sachant que certains conduiront peut-être à des bonnes récoltes, mais que d'autres sont peut-être aussi s'apparentent peut-être à des champs de mine. Donc il faudra patiemment contourner, je l'espère en tout cas, via un dialogue constructif et construire ensemble une carrière harmonieuse, une fin de carrière harmonieuse. Les deux sont liés. Alors j'espère que les participants au groupe de travail, s'ils sont présents et nous écoutent, se retrouveront dans cette contribution, cette conclusion, qui n'en est pas vraiment une, qu'ils pourront peut-être la compléter aussi, la préciser lors des débats qui sont prévus cet après-midi dans le cadre du programme, dont la progression est aussi parfaite, me semble-t-il, pour nourrir les débats. Un point peut-être en particulier, c'est remercier M. Napoli, donc directeur général de la direction stratégique du Forum, qui, dans le cadre il était là avec un mandat de représentant de Synerjob, il a apporté en fait sa pierre au débat, et donc y compris la dimension des entités fédérées, rappeler les enjeux directs qui sont posés pour tous les acteurs, et à travailler sur l'ensemble des déterminants des conditions de travail. J'espère aussi qu'il se retrouvera dans les points de la présentation que je vais essayer de développer. Il a mis un accent en particulier, et je ne peux l'ignorer dans ce petit résumé, c'est la situation des marchés du travail qui sont très différents de région à région, ça a été dit hier, et donc il a épinglé notamment pour le défi pour le marché du travail en Wallonie, qui représente en fait la question de l'accès à l'emploi des travailleurs, des jeunes au marché du travail, et que cette question doit être intégrée nécessairement dans le débat global. Alors, pour le premier slide qui défile à l'écran, ça n'est pas nouveau, ça a été dit déjà avec insistance par les orateurs précédents et hier lors de des interventions académiques et autres qui ont jalonné la matinée hier. Une fin de carrière harmonieuse se prépare tout au long de la carrière. Donc la fin de carrière doit être examinée sous un prisme large, et le prisme de la carrière globale, ça semble maintenant, me semble-t-il, une conclusion qui traverse en tout cas l'ensemble des ateliers qui ont travaillé hier. 2, les objectifs poursuivis qui ont été présentés hier, tenter au maximum de développer une gestion prévisionnelle des risques sur toute la carrière. Anticiper. J'ai entendu Aurore qui disait prévention. On est dans cette même dimension, mais ici, de manière transversale et pas simplement par rapport à la santé, mais de manière générale. Donc, anticiper, gestion prévisionnelle des risques. 2, permettre aussi aux travailleurs de se projeter dans sa carrière. Et donc, ça veut dire que par rapport à un certain nombre de métiers, dont on sait dès le départ que
c'est un métier qui va être difficile parce qu'il a des tâches. Je ne vais pas parler de métier lourd parce que c'est un concept qu'on va aborder tantôt et qui crée débat. Mais un métier qui représente avec des tâches difficiles, dès le départ, on sait que le travailleur, à un moment ou à un autre de sa carrière, va être confronté à des difficultés. Et donc, comment est-ce qu'on peut lui permettre de se projeter, de définir son avenir professionnel par rapport, et ça a été dit par Aurore, la valeur travail reste une valeur qui est significative pour l'ensemble des parties prenantes autour du débat. Et donc, comment effectivement donner du sens à son parcours professionnel. Deuxième catégorie de constat commun, c'est la balance et l'équilibre à trouver entre, d'une part, l'intérêt de l'entreprise et le besoin de fonctionner et les aspirations du travailleur. Donc c'est l'équilibre dans les travaux du CNT qu'on essaie de manière presque continue d'assurer entre la dimension travail, la dimension vie privée, et en fonction des capacités aussi du travailleur, et c'est essentiellement la dimension santé qui est prise en compte. Donc ça nécessite une approche qui est plurielle et via un mixte ambitieux, une fois que cet équilibre et cette balance sont atteintes, ça peut générer un bénéfice pour la société en général. Donc c'est un débat qui n'est pas limité à la sphère du travail, mais qui fait que ça peut rejaillir sur l'ensemble des facteurs économiques, sociaux, culturels, ça a été dit aussi hier. Donc ne pas négliger cette dimension culturelle, certainement dans le contexte que nous traversons, où ce type de secteur est particulièrement mis à mal avec la crise sanitaire. Deuxième constat par rapport au slide qui est présenté, c'est, et ça a été dit à plusieurs reprises, l'importance d'assurer une bonne communication entre les parties autour de la table, une implication à tout moment des acteurs, donc ça veut dire avec les travailleurs, entre le travailleur et l'employeur, avec les représentants qui sont présents dans les entreprises, pour permettre en fait une véritable appropriation à tous les niveaux de la problématique. Ça, c'est me semble-t-il, un constat qui a été dressé par plusieurs intervenants, et ça permet de construire une confiance, ça a été dit aussi, mais de garantir aussi pour l'ensemble des acteurs une prévisibilité par rapport à la situation, une sécurité juridique, et donc dans le cadre notamment des instruments à mettre en place, et une durabilité dans le temps qui permet aussi de garantir une stabilité et une vision à long terme. Alors après avoir dressé ces quelques constats communs, on a essayé d'identifier un certain nombre de balises pour des pistes d'action. Et donc là, notre groupe de travail en fait ne s'est pas précisément concentré sur un certain nombre d'instruments ou autres, et donc les propositions qui sont faites sont parfois beaucoup plus généralistes que ce qui a déjà été formulé par Lisbeth ou par Aurore, mais c'est probablement dû au fait que le scope dans lequel on a travaillé était beaucoup plus large et donc moins spécifique. La première balise qu'on a voulu mettre en évidence, et elle coule de source, c'est privilégier la recherche de solutions qui sont concertées. La concertation, vous allez... Évidemment, je ne suis pas objectif dans ma fonction, je suis donc secrétaire du Conseil national du travail, et donc on vit de cette concertation, on se nourrit de cette concertation, on l'alimente, et on fait en sorte que les solutions puissent être bâties ensemble par les deux bancs qui sont présents au sein de notre institution. Donc cette qualité de la concertation, elle se joue à deux niveaux, dans son intensité, à tous les moments qui sont pertinents, et dans la qualité. Donc il faut avoir des personnes qui sont autour de la table, qui maîtrisent bien leur sujet, et cela permet ainsi de pouvoir apporter des solutions qui sont réellement appropriées par les partenaires et qui assurent ce que je viens d'évoquer, la durabilité et la prévisibilité. Un contre-exemple par rapport à cela, et on voit qu'il vit sa vie de manière très divergente, c'est toute la problématique du werkbaar werk, travail faisable et maniable, où on sent que le processus d'élaboration de ce concept a été mené à un certain moment,
mais n'a pas été réellement approprié par toutes les parties. Et donc c'est ressorti hier dans notre atelier qu'il y avait des divergences d'approche qui se marquent aussi entre les bancs, mais peut-être aussi entre le nord et le sud du pays, et donc qui permet en tout cas qui renforce la nécessité de cette appropriation, ce qui n'a pas nécessairement été le cas dans cette élaboration en 2017 de ce concept de travail faisable et maniable. On l'a vu aussi au niveau des travaux du Conseil national du travail, où les oppositions se sont marquées dans des avis qui étaient divisés. Et donc, dès le départ, on a, par rapport à un certain nombre de concepts et d'idées qui étaient valables, enfin, en tout cas, qui avaient leur justification et qu'on aurait pu essayer de développer, dès le départ, en fait, je dirais, le dossier a été mal aiguillé et a abouti à des blocages, parfois idéologiques, parfois techniques ou autres. Et donc, c'est peut-être une occasion manquée à laquelle il faut, en tout cas, pouvoir tirer les leçons de ces échecs et pouvoir aller de l'avant. Deuxième point que je souhaite mettre en évidence, c'est la cohérence, et ça a été dit hier, notamment par Mme Krivits, et répété par le ministre que je salue, concernant la nécessité de garantir des cohérences entre les différents niveaux de pouvoir et de permettre à la réalité actuelle de la Belgique de développer des politiques asymétriques, de naviguer en fait en parallèle et de prévoir un dispositif fédéral qui permet aussi ce type de politique fédérale asymétrique. C'est l'accord du gouvernement qui le permet, mais en s'articulant avec des instruments fédéraux qui, en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, restent encore une compétence fédérale. Et donc c'est un exercice qui n'est pas simple, de pouvoir intégrer toutes ces réalités différentes des fonctionnements des marchés du travail et des instruments adaptés par rapport aux politiques qui sont développées dans les différentes régions du pays, mais avec ce cadre unique qui garantit en fait ce socle fédéral du droit du travail et de la sécurité sociale. C'est aussi une dimension qui est prégnante dans beaucoup de débats. On retrouve la même dimension, mais de manière un peu différente, concernant la dynamique au niveau des secteurs. Donc là aussi, les secteurs, un travailleur du secteur des finances n'est pas le même qu'un travailleur du secteur de la chimie ou de la construction. Et donc, il faut aussi pouvoir tenir compte des spécificités sectorielles dans les instruments que l'on développe en termes d'organisation du travail. Et donc, ça, c'est une réalité déjà qui vit au jour le jour. Les conditions de travail sont essentiellement fixées au niveau des secteurs et des entreprises. Et donc, il faut pouvoir développer, en fait, ce type d'approche qui soit complètement intégrée et cohérente. Dernier point, et c'est le niveau plus alors les parties à la relation de travail, après avoir parlé des secteurs et du niveau plus région fédérale, c'est qu'il y a un intérêt en fait commun à construire ensemble la relation de travail, à développer des convergences. On a parlé hier à juste titre de risque partagé, mais le risque est aussi un bénéfice qui peut être partagé. Et donc il faut le présenter aussi de manière positive. Et donc ça veut dire faire preuve de créativité, de prendre en compte, avoir la capacité d'écouter, de prendre en compte la réalité de chacun, la réalité de chaque catégorie de travailleurs, la réalité des entreprises, je vais y venir encore après. Donc avoir une approche qui soit équilibrée, encadrée et dynamique pour permettre de concilier en fait les aspirations des travailleurs. On peut comprendre qu'elles existent, mais il faut pouvoir, et ça a été dit, donc l'individu doit pouvoir concilier ses aspirations avec les besoins même de la société en général, de l'entreprise en particulier, en tenant compte du contenu du travail et de sa capacité physique. Et donc c'est un deal à faire, un mixte à co-construire pour faire en sorte que ce risque et ce win-win partagé puissent se concrétiser au jour le jour dans les entreprises. Alors, comme je viens de le dire, le rôle de l'entreprise est évidemment un acteur prépondérant aussi dans la discussion. Et donc,
plutôt que de considérer que l'entreprise est à la source de tous les problèmes, hier c'était dit clairement qu'elles font aussi partie de la solution à co-construire. Et donc il faut travailler aussi avec les entreprises et pouvoir aussi encourager la formation, encourager l'entrepreneuriat, ce qui veut dire aussi que les problèmes qui se posent dans une multinationale ne sont pas les mêmes que dans une PME de 10 travailleurs. Il faut pouvoir intégrer cette dimension de la taille de l'entreprise dans l'élaboration des pistes et des solutions. C'est quelque chose qui vit déjà, donc c'est une réalité bien présente dans beaucoup d'instruments, beaucoup de réglementations, où il y a une série de règles particulières qui existent pour les PME en termes de procédures, en termes d'exceptions. Donc il faut aussi pouvoir revoir cela, mais de manière sereine, pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés ensemble. Mais c'est certainement un paramètre à intégrer dans la discussion. Deuxième point de balise, de piste d'action, c'est par rapport aux mesures existantes, on se rend compte, et c'était prégnant dans le document qui a été élaboré par le SPF Emploi, que je remercie, donc qui a établi un cadastre de toutes les mesures qui existent à tous les niveaux par rapport à la problématique de la fin de carrière. Ça représente plus de 150 pages. Mais c'est clair que quand on parcourt ce cadastre, et j'ai essayé de me concentrer sur un certain nombre de mesures, on se rend compte qu'il y a des évaluations qui étaient prévues mais qui n'ont pas été faites. Donc, certainement, un processus d'évaluation qu'il faut concrétiser. Et quand je jette la pierre, c'est aussi dans mon propre jardin, le jardin du CNT, où parfois on prévoit des évaluations qu'on ne mène pas à terme. Donc là, c'est simplement un message, mais je pense qu'il percole aussi dans d'autres ateliers. Et donc, c'est une prise de conscience aussi qu'il ne suffit pas de dire on va évaluer dans 2 ans, il faut le faire, et pouvoir être en capacité de tirer les leçons par rapport à cette évaluation. Des instruments, comme j'ai dit, il en existe, hein, plus de 150 pages de détails. Donc, est-ce qu'il faut remettre des couches ou est-ce qu'il faut essayer de redynamiser les instruments existants? Un débat. Peut-être il faudra peut-être réadapter, redynamiser, mais en tout cas les revisiter. Et revisiter ensemble. Et quand je parle d'instruments, c'est bien évidemment les instruments qui existent au niveau réglementaire. Et donc là, c'est la responsabilité au niveau du politique peut-être de se pencher sur ce type d'instrument, mais c'est aussi et avant tout la responsabilité des partenaires sociaux par rapport au paquet des conventions collectives qui existent, de voir si elles sont toujours adaptées à la nouvelle réalité de économique, sociale présente dans les entreprises. J'en viens donc très naturellement à dire, voilà, il y a toute une série de travaux qui sont en cours au sein de différents conseils et on travaille beaucoup avec l'Institut, on travaille beaucoup avec le Conseil supérieur. Et donc, vraiment, là, il y a des synergies à mettre en œuvre, mais tenir compte de ces agendas et essayer de développer au maximum des synergies pour avoir cette approche qui soit multidimensionnelle et intégrée aussi. C'est une garantie aussi d'avoir des succès dans les solutions que l'on va mettre en place. Et enfin, autre balise, c'est les bonnes pratiques. On se rend compte, en fait, qu'il y a toute une série d'actions qui sont menées à tous les niveaux, sectoriels, au niveau des régions, au niveau du pays, au niveau d'autres pays, et que de ces bonnes pratiques, ça reste parfois trop confidentiel. On ne les ignore pas, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas ce que c'est devenu. À un moment, on a identifié quelque chose. Donc là, il y a aussi tout un travail, nous semble-t-il, de pouvoir valoriser tout ce qui existe, qui a été mené à bien, pour envisager peut-être une duplication dans d'autres secteurs ou autres, en tout cas comme source d'inspiration pour pouvoir progresser dans la thématique. Alors, la situation des groupes vulnérables a aussi, bien évidemment, été mise en évidence par rapport à l'impact des conditions de travail. Et donc, comme hier, ça a été évoqué lors des interventions le matin, la situation des travailleurs en situation de handicap est évidemment un point qui se pose tout particulièrement par rapport aux conditions de travail. Ça a été mentionné par Aurore. Pour rappel, et ça a été dit, on a conclu il y a plus de 30 ans une convention au niveau du Conseil national du travail là-dessus. Est-ce que cette convention est encore adaptée? En tout cas, ça mérite de se positionner, d'examiner et de pouvoir aussi prendre en compte la réalité
des évolutions des compétences par rapport à cette thématique-là, dans la mesure où un certain nombre de champs de compétences concernant la situation des travailleurs handicapés a été régionalisé, que donc on se rend compte au jour le jour, et tous les acteurs qu'on a pu notamment auditionner dans le cadre d'un dossier particulier, montrent toute la difficulté d'appréhender et justement d'intégrer cette diversité d'approches qui existe parfois d'une région à l'autre. Donc un sacré défi, mais ne serait-ce que pour les personnes qui se trouvent dans ce type de situation, on ne peut pas échapper à le rencontrer et à affronter ce défi-là. On a parlé aussi des secteurs du titre-service hier, et effectivement, c'est l'exemple type, comme ça a été dit, de travailleurs ou de travailleuses qui sont occupés à des tâches dont on sait dès le départ qu'elles n'ont pas de perspective de faire ça toute leur vie. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver une réponse adaptée par rapport à ce type de public? Ça vaut pour les titres-service, mais dans d'autres professions. Et enfin, les malades de longue durée. Donc, ça a été évoqué déjà par Aurore. C'est un dossier qui est à l'agenda des travaux du Conseil national du travail depuis plusieurs années. Rudy va probablement en parler aussi. C'est un dossier qui est difficile, mais qui permet en tout cas de mettre ensemble toute une série d'acteurs pertinents et d'essayer de bâtir ensemble des solutions. Alors, privilégier les approches positives plutôt que coercitives, ça a été développé. Stimuler plutôt que créer des freins, ça parle de soi, ça n'appelle pas de commentaires. L'implication et la participation des travailleurs, ça a déjà été abordé précédemment dans un slide, mais c'est une des dimensions qui est importante. Et enfin, les transitions souples dans le marché de l'emploi, c'est aussi un point sur lequel je vais vite revenir dans les pistes que je vais maintenant rapidement aborder. Et donc, à titre de précaution et par rapport certainement aux participants au groupe de travail, donc il s'agit d'éléments qui ont été mis sur la table, de points d'attention, certains faisant l'objet d'un accord, en tout cas parce que nous travaillons déjà sur le sujet, d'autres étant peut-être un peu moins consensuels, mais il nous a semblé intéressant de les mentionner. Nous avons tout le dossier des projets pilotes en matière d'organisation du travail tourné vers l'avenir. Donc c'est un point qui va normalement, je l'espère, pouvoir être concrétisé dans un texte d'arrêté royal qui permettra de lancer l'initiative en 2022. Fort intérêt des membres par rapport à cette action de projet pilote. Donc, sachant qu'on a déjà mené par rapport au burn-out toute une série de projets pilotes, un premier cycle qui a fait l'objet d'une évaluation récente et qui a montré l'importance d'avoir une appropriation par les partenaires sociaux. À titre de rappel, le deuxième cycle vient de se terminer et donc on va lancer aussi maintenant la deuxième phase d'évaluation avec les experts qui aident en fait les partenaires sociaux dans ce travail. La durée du travail est évidemment une question qui est centrale dans le cadre des conditions de travail et c'est lié bien évidemment de manière directe avec la qualité du travail, ça a été dit hier. Ça présente une dimension collective et individuelle qu'il faut pouvoir concilier, mais en prévoyant aussi des mesures ciblées pour les travailleurs âgés, ça a été dit. Donc flexibilité qui est un win-win tant pour le travailleur que l'entreprise, ça a été dit aussi déjà précédemment, et donc flexibilité équilibrée et concertée au niveau contractuel. Donc on avait au sein de notre groupe de travail un représentant du secteur intérimaire. Donc évidemment, toute la question de l'intérim d'insertion, des contrats successifs, des flexi-jobs est venue sur la table, mais aussi des débats qui sont actuels liés au changement de l'économie, tous les travailleurs de plateforme, la digitalisation, qui sont aussi des thèmes qu'on ne peut éviter, qu'il faut vraiment aborder de front, parce que l'Europe nous le demande, parce que les besoins de terrain sont là et qu'il faut pouvoir donner des réponses juridiques et sociales par rapport à ce type de forme qui se développe de travail. C'est une dimension qu'on ne pourra pas éluder. Les dimensions temporelles de la flexibilité, c'est évidemment tout ce qui est la réduction collective du temps de travail, mais individuelle via les formes de fin de carrière et autres. Mais c'est aussi évidemment la situation du télétravail qui a permis de mettre en évidence un certain nombre d'opportunités et de risques à rencontrer. Et donc, par rapport à l'impact en termes de durée du travail notamment, c'est un enjeu à bâtir ensemble, et c'est un dossier d'ailleurs qui est ouvert au niveau du Conseil national du travail, où on va essayer de voir ce qui est possible
pour faire en sorte qu'à partir des instruments qui existent, comment est-ce qu'on peut assurer un développement qui soit harmonieux de cette forme de travail qui, je l'espère, ne sera plus une forme contraignante, mais sera une forme pleinement assumée par l'ensemble des acteurs dans tous les secteurs qui sont concernés. La question de l'autonomie, je vois que j'ai débordé de mon temps de parole, mais comme les autres orateurs ont été plus économes que moi, j'ai un peu de marge. L'autonomie du travailleur, c'est aussi une dimension qui est nouvelle et liée aussi avec les formes du télétravail, qui a traversé un certain nombre d'interventions, avec des sentiments qui étaient un peu mitigés. Sachant que ça peut être effectivement un plus, et on peut tous aspirer comme travailleurs à plus d'autonomie, mais il faut aussi prévoir des encadrements et des limites pour éviter de tomber dans une dérégulation complète de ce type de concept. Donc on peut le nuancer, on doit tirer les leçons notamment avec le télétravail, et donc là les organisations doivent encore se définir par rapport à ce concept qui se développe de plus en plus. Les métiers lourds, Aurore l'a abordé, c'est un concept qui reste encore à définir. Je vais éviter d'aborder tous les débats qu'on a eus dans le cadre du dossier pension et de la prise en considération des métiers pénibles. Ça a été un débat pénible aussi au niveau du CNT entre partenaires sociaux. On espère juste qu'il pourra rebondir, parce qu'il y a quand même tout un acquis qui a été mené et que l'on pourra valoriser ensemble dans la concertation sociale au niveau du Comité national des pensions pour pouvoir essayer de construire ensemble en fait un système qui tienne compte de cette dimension-là. L'idée qui a rejailli, et là il y avait un consensus, c'est que comme dit par Aurore, la dimension prévention, prévoir un cadre préventif renforcé par rapport à un certain nombre de professions, doit être retravaillé, doit être approfondi, avant de continuer à travailler sur le cadre curatif. Donc, de nouveau, la dimension prévention est prégnante dans ce dossier. Dernier point par rapport à ce slide, c'est la dimension formation. Et là, j'anticipe, mais je le ferai de manière très soft, par rapport à l'intervention qui va suivre de Tom, qui avait dans la thématique bas qualifié, où il a eu beaucoup de débats sur ce thème-là. Nous, il est intervenu de manière aussi transversale, mais donc un accord en tout cas pour qu'il y ait une culture de la formation qui soit développée avec des développements de compétences dans tout le cycle de la vie de travail. Ça paraissait une évidence pour l'ensemble des parties. On a parlé aussi que la formation toute la vie devait être, entre guillemets, un risque social qu'on devait assurer. On ne peut pas éluder en fait ce type de débat, de risque social à assurer pour permettre en fait aux travailleurs d'être à la fois bien dans son travail, d'être compétent professionnellement, lui permettre aussi de pouvoir faire ses choix de carrière pertinents, mais pour autant que ces choix soient des choix utiles à lui, à l'entreprise, à la société. Et donc, il faut trouver ce mixte aussi dans les développements de compétences qui fasse qu'on soit dans une situation de win-win-win pour l'entreprise, pour le travailleur lui-même, mais aussi pour la société en général. Et donc, sacré défi, c'est facile à exprimer comme piste, c'est autrement plus difficile à réaliser. Alors, de manière un peu étonnante, dans notre atelier, on a très très peu abordé la thématique des congés. Alors, ma lecture est que les organisations qui étaient présentes dans les différents ateliers s'étaient très très bien organisées et avaient bien réparti les thèmes qu'ils devaient aborder dans les différents ateliers. Et donc, je fais écho à ce qui a été notamment exposé par Lisbeth. Et donc, on a eu, nous, juste effectivement une allusion qui a été faite avec la nécessité de simplifier et d'harmoniser. Donc, une question. Donc là, je renvoie aux conclusions qui ont été présentées par Lisbeth, qui allaient beaucoup plus de manière pointue par rapport à des pistes concrètes. C'est un débat aussi au niveau du CNT à mener, donc Rudy va aussi probablement l'aborder.
l'idée de déployer les congés non plus sur un système en ciblant en fin de carrière ou autre, mais d'avoir une approche qui soit tautologique par rapport à l'ensemble de la carrière. Donc c'est aussi une dimension qui a été abordée. Et alors, une dimension qui a été mise en évidence par notamment le secteur non-profit social, qui dépend, de par son mode, son existence même, de subsidiation, c'est que si on en vient à devoir réfléchir à des approches différentes au niveau et qui impliquent des dimensions fédérales et des entités fédérées, attention à faire en sorte que les pouvoirs subsidiants soient dûment associés et que l'approche par rapport à l'octroi des subsides permette cette rationalisation, cette simplification pour éviter qu'après on en arrive à créer des situations de conflit ou simplement de non-possibilité de déployer ce type d'approche intégrée. Donc ça, c'est une dimension qui a été mise en évidence. Et enfin, et j'en terminerai par là, c'est l'approche des marchés du travail transitionnels. Donc les transitions dans les marchés du travail, elles sont diverses. Je crois que Rudy va l'aborder aussi dans le cadre de l'approche intergénérationnelle. Donc ce concept de trajet de transition, il existe déjà dans toute une série de dispositifs. Il y a des dispositifs plus récents qui vont être mis sur la table de l'emploi vers un emploi. C'est notamment au niveau du secteur de Fédergon où ils vont essayer de développer ce type d'approche. C'est aussi la possibilité d'intégrer dans ces trajets de transition toute une série de publics cibles, et on a déjà parlé des publics concernant les travailleurs en incapacité de travail, avec la réintégration de ces travailleurs-là. Et l'idée, par rapport à ce qui a été mis sur la table par Aurore, serait, outre peut-être, pourquoi pas, multiplier avec les infirmiers qui les mettre autour de la table, mais grossir en fait la capacité d'expertise qui existe déjà par rapport aux décisions qui sont prises collégialement par les médecins du travail, médecins traitants ou autres, de pouvoir adjoindre éventuellement un expert en marché du travail, qui connaisse le marché du travail. Bon, c'est une piste qui a été mise sur la table. Elle n'a pas nécessairement été partagée, mais je me suis engagé en tout cas à la répercuter dans les conclusions parce que je trouve qu'elle mérite en tout cas d'être étudiée, de pouvoir vérifier les conditions dans lesquelles elle peut s'articuler, et certainement en lien avec ce qui existe au niveau des régions. Et donc là, M. Napoli du Forum a effectivement trouvé cette piste-là intéressante. Et donc, en tout cas, il faut voir quelles sont les conditions de pouvoir avoir un bon développement de cette approche de passer d'un emploi à l'emploi en évitant, si possible, la casse chômage. Et ça, c'était son leitmotiv, éviter la casse chômage pour faire en sorte que les transitions se fassent de manière harmonieuse. C'est lié aussi au problème des compétences. Et donc, on a mentionné le système qui existe au Luxembourg de Digital Skills Bridge, donc les ponts de compétences au niveau digital, qui sont en fait des mécanismes de partenariat qui ont été mis en place entre le secteur public et le secteur privé et qui apparemment donnent des résultats qui sont assez probants. Donc voilà, on ne peut pas exclure a priori ce type de débat, il faut pouvoir les intégrer dans la réflexion commune qui est la nôtre. Et ma conclusion, elle coule de source par rapport à l'institution d'où je viens, mais aussi en écho par rapport à l'intervention de M. le ministre hier. Voilà, rien n'est fait, tout reste à faire, place à un plan d'action qui ouvre les espaces indispensables à la concertation sociale. Voilà, on attend de voir et on sera partie prenante certainement pour jouer un rôle dans cette élaboration du plan d'action et concrétisation. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Paul Delcroix. La prévention comme mot-clé. Une autre conclusion que l'on peut dégager,
Il y a plusieurs conclusions d'ailleurs qui ont été mises en avant par les différents groupes de travail. Un autre aspect important de toute la discussion sur la thématique de ces 2 jours, c'est naturellement la fin de carrière et les peu qualifiés. C'était le sujet du groupe de travail de Tom Bevers, qui travaille également pour le SPF Emploi, la DG Humanisation du Travail. Tom Bevers est chef de division des relations internationales et des études socio-économiques. Je vous remercie. Le 4e groupe de travail était dédié au thème de la fin de carrière pour les peu qualifiés. Pour vous situer un petit peu nos travaux, nous pouvons regarder le fossé dans l'emploi entre les hautement qualifiés et les faiblement qualifiés. Donc, c'est la différence de taux d'emploi sur la base du diplôme. Et lorsque nous voyons ces chiffres, nous observons qu'il y a une différence qui est la plus forte chez nous parmi les autres pays d'Europe de l'Ouest. Donc, les peu qualifiés ont un retard important sur le marché de l'emploi. Dans notre groupe de travail, nous nous sommes concentrés sur 3 grands thèmes. Naturellement, on fait référence au niveau d'éducation, la formation, et là, nous nous sommes concentrés sur le thème du compte apprentissage, compte carrière, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et des communautés. On y travaille. Le point de départ, c'est la question de savoir comment nous pouvons faire en sorte que les peu qualifiés disposent tout de même des compétences nécessaires pour les emplois de demain. Deuxième thème, le matching, donc l'adéquation sur le marché de l'emploi. Nous savons que sur notre marché de l'emploi, il y a beaucoup d'offres d'emplois vacants, mais aussi beaucoup de demandeurs d'emploi. Et donc, pour les faiblement qualifiés, on s'est demandé comment ces peu qualifiés pouvaient trouver un emploi vacant. Comment améliorer cette adéquation? Nous avons également évoqué le thème des carrières durables. Comment peut-on éviter que les peu qualifiés quittent prématurément le marché de l'emploi? Comme les autres présidents de groupes de travail, je vais me concentrer dans ma présentation sur les convergences, donc les points de convergence entre les partenaires sociaux. Mais ça ne veut pas dire évidemment que tous les participants du groupe de travail étaient d'accord sur tout. Cela ne veut pas dire non plus que tout le monde sera d'accord avec tout ce que je vais dire ou avec l'interprétation des discussions d'hier. C'est donc mon interprétation dont je vais vous faire part ici. Premier thème, le thème de la formation. Comme je l'ai déjà indiqué, nous sommes surtout principaux sur le compte apprentissage et le compte carrière, mais je voudrais tout de même situer cela dans un contexte plus large. Les peu qualifiés, et donc tout le thème de l'apprentissage tout au long de la vie, eh bien c'est un thème qui commence dès l'enseignement, dès l'école. Les peu qualifiés, ce sont des personnes qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur secondaire. Et donc il faut commencer à ce niveau-là. La politique à l'égard des peu qualifiés doit commencer par l'enseignement. Et dans le groupe de travail, on a souligné aussi que l'enseignement, ça commence très tôt dans la vie. Ça commence dès l'accueil des enfants, ce qui est très important, par exemple, notamment au niveau de l'apprentissage linguistique. Comme je l'ai déjà dit, on s'est surtout concentré sur ce compte apprentissage, compte carrière. Premier consensus important, s'il y a un tel compte qui est mis en place, il faudrait qu'il y ait un accord à tous les niveaux politiques. On ne peut pas avoir de différence au niveau fédéral et puis au niveau aussi régional. On ne peut pas avoir 2 comptes différents au niveau fédéral et régional. C'est très important pour la mobilité sur le marché du travail belge, la mobilité entre les régions et les communautés dans notre pays. Naturellement, au sein de ce compte d'apprentissage et de carrière, il faut qu'il y ait suffisamment de marge pour les initiatives des différents niveaux politiques. Ce qui est important aussi pour les partenaires sociaux, et ça n'étonnera personne, c'est qu'ils souhaitent d'emblée être impliqués dans l'élaboration de ce compte apprentissage, compte carrière. Alors, comment est-ce que ça doit se présenter, ce compte? Eh bien, il existe de nombreux régimes qui organisent toutes sortes de formations, qui encouragent les formations dans notre pays.
Et les partenaires sociaux estiment qu'il faudrait partir de l'existant et puis travailler étape par étape pour développer ce compte apprentissage et carrière, compte formation carrière, mais il faut aussi s'intéresser à toutes les mesures qui existent et essayer de voir comment on pourrait les rationaliser, les optimiser. Peut-être comme Jean-Paul l'a déjà dit, peut-être faudrait-il d'abord les évaluer pour voir comment nous pourrions intégrer ces systèmes existants dans le compte formation et carrière. Évidemment, le groupe a constaté que ce compte formation carrière devait se concentrer sur les faiblement qualifiés. Il est clair que ce compte formation carrière, il existe pour tout le monde, mais l'idée, c'est tout de même d'éviter un effet Mathieu et donc d'éviter que ce compte formation carrière fasse en sorte que les hautement qualifiés aient encore plus facilement accès à la formation, plus facilement qu'aujourd'hui, et qu'à nouveau, les faiblement qualifiés ne puissent pas bénéficier de formation. Donc il doit exister pour tout le monde, ce compte, pas uniquement pour les actifs, mais il faudrait tout de même qu'il y ait une attention particulière pour le marché du travail. C'est d'évidence même. Pour certains emplois, une formation est nécessaire, c'est tout à fait logique. Et donc, il est logique que des formations soient souhaitables dans les entreprises. Et donc, il est tout à fait normal que le compte formation carrière en tienne compte. Ce compte formation carrière et la formation de manière générale, cela nécessite un investissement en temps et en moyens financiers, un investissement de la part des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Tout le monde en profitera. Donc c'est une situation win-win-win à laquelle il a été fait référence tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est important que tous les travailleurs soient traités sur un pied d'égalité le plus possible. Mais du côté des employeurs, il est nécessaire d'avoir une attention spécifique pour les PME, les petites entreprises. Et donc, il y a l'aspect de temps, l'aspect de l'absence d'un travailleur qui suit un trajet de formation. Et donc, au niveau des entreprises, cela peut poser problème pour l'organisation du travail et il faut en tenir compte. Lorsque ce compte est mis en place, il sera aussi important de tenir compte et de valoriser les formations informelles, les valoriser dans les deux sens du terme, valoriser en ce sens que l'investissement de l'employeur doit être reconnu. Donc on y consacre du temps dans les entreprises pour former les travailleurs, mais d'un autre côté, ça doit aussi être valorisé dans la perspective du travailleur. Ce qu'il a appris devrait pouvoir être mis en pratique, être utilisé éventuellement dans le cadre d'un nouvel employeur. Voilà qui nous amène au thème de la reconnaissance des compétences acquises. Hier, dans le cadre du débat entre les ministres régionaux, on y a fait référence et donc c'est un aspect important de ce compte formation carrière. Ce compte formation carrière devait être accessible et simple pour toutes les parties concernées et naturellement surtout pour les peu qualifiés. C'est évident, ce compte formation carrière sera basé sur un système informatique, donc ce sera un compte numérique. Cependant, il faudra tout de même tenir compte des utilisateurs potentiels de ce compte qui maîtrisent moins ces outils numériques. Dernier aspect auquel nous avons travaillé, il faut aussi être attentif à la qualité de la formation. Voilà pour le thème de la formation. Après cela, nous nous sommes intéressés à l'adéquation sur le marché du travail. Comment pouvons-nous faire en sorte que les offres d'emploi vacants et les travailleurs peu qualifiés puissent être mis en adéquation? Nous avons constaté dans ce cadre qu'il y avait différents leviers.
Évidemment, dans le cadre de cette adéquation, les conditions de travail, notamment le salaire, jouent un rôle important, mais cela ne fait pas tout. Il peut exister d'autres leviers et d'autres barrières. Alors, ça peut être lié aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, et ça peut aussi être lié à son environnement socio-économique, sa famille, les possibilités d'accueil. Lisbeth en a parlé aussi. Les problèmes de mobilité, de transport. Ça peut aussi être lié à un manque d'information ou à une mauvaise perception de certains emplois ou des compétences nécessaires. C'est pourquoi il est important d'avoir une politique d'accompagnement, une politique qui soit attentive à l'accueil des enfants et aux âgés. Il faut aussi que les informations sur le marché du travail soient claires. On a fait la comparaison dans le groupe de travail avec la campagne de vaccination actuelle. Il s'avère qu'il n'est pas toujours simple de toucher tous les groupes cibles avec de bonnes informations. Parfois, il faut vraiment faire preuve de créativité et nous pensons qu'il y a aussi des enseignements à tirer pour la politique du marché de l'emploi. Alors, des leviers du côté du travailleur, mais aussi des leviers du côté de l'employeur. Dans le groupe de travail, on a dit que parfois les offres d'emploi pourraient être rendues plus accessibles. Elles devraient se concentrer davantage sur les compétences et moins sur le diplôme. Et dans le cadre de ces compétences, les offres d'emploi devraient se limiter aux compétences qui sont véritablement nécessaires pour l'emploi. Il faut savoir aussi que certaines compétences peuvent s'acquérir sur le lieu de travail lui-même. Parfois, c'est le plus facile. Il y a aussi la valorisation sociale de certains emplois. Ça peut jouer un rôle négatif. Ça aussi, ça a été une discussion, et c'est une discussion qui nécessitera un débat et qui a suscité un débat dans le cadre de la crise Covid. Quels sont les emplois qui sont les plus valorisés par la société à quel moment? Il faut savoir que l'existence de différents statuts pour les employés et les ouvriers dans notre pays, même si l'impact a fortement diminué, l'existence de ces différents statuts constitue tout de même un élément de perception erronée. Et ça peut encore intensifier ces erreurs de perception. Donc il faudra tenir compte de tous ces éléments pour l'accompagnement des peu qualifiés. Et on a vraiment insisté sur le mot perception sur la DIA. Il est vraiment important que les bonnes informations soient disponibles sur le marché de l'emploi. Autre élément, veiller à ce que les gens ne tombent pas dans des statuts désactivants ou décourageants. Il faut éviter les choses qui empêchent les gens. Parfois, il y a des petites mesures qui empêchent les gens de trouver un emploi. Par exemple, certains avantages qui sont liés à un statut plutôt qu'aux revenus. Évidemment, et ça a déjà été dit aussi ce matin, il faut s'attaquer aux discriminations et aux mécanismes d'exclusion. Ce sont tous des leviers qui nous empêchent d'avoir les bonnes personnes au bon endroit sur le marché de l'emploi, et ce n'est dans l'intérêt de personne, évidemment. Nous avons également discuté du problème de la transition abrupte entre l'école et le travail dans notre pays. On part ici d'une dichotomie, en fait. On étudie jusqu'à un certain moment et du jour au lendemain, on devient demandeur d'emploi ou peut-être même travailleur, espérons-le, alors que dans d'autres pays, cette transition se fait de manière plus progressive. Alors il y a un élément important dans ce cadre, c'est l'apprentissage dual que l'on pourrait continuer à encourager à tous les niveaux de la formation. Par exemple, on a fait référence au système des masters en alternance qui existe en Fédération Wallonie-Bruxelles, auquel on travaille en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est un système de diplôme universitaire que l'on peut décrocher en alternant travail et études. Donc, il y a aussi cette combinaison de formation et travail.
Des études internationales ont démontré que bien souvent, c'est la manière la plus efficace de permettre aux demandeurs d'emploi de trouver un emploi. Et donc, il faut continuer à encourager cela. Et dans le groupe de travail, on a aussi fait référence aux possibilités de mentorat, de tutorat. Les travailleurs plus âgés pourraient être mis à profit dans le cadre de la formation et de l'accompagnement des travailleurs plus jeunes. Nous avons brièvement discuté du rôle du travail des étudiants. Nous n'avons pas véritablement tiré de conclusions à ce sujet, mais nous avons mené une courte réflexion sur la pertinence du travail des étudiants pour certaines formations. Toutes les formes de travail des étudiants ne correspondent pas aux études qui sont suivies par les étudiants. Dans d'autres pays, c'est le cas et peut-être que cela mériterait une autre discussion. Dans les thèmes des carrières durables, il y a évidemment des choses qui ont été mises sur la table et qui avaient déjà été évoquées par d'autres groupes de travail. Ce qui est important, et ce n'est pas nouveau, c'est qu'on constate que la fin de carrière ne peut pas être considérée indépendamment de l'ensemble de la carrière, et c'est le cas aussi pour les peu qualifiés. Il est important d'éviter que les gens quittent le marché de l'emploi prématurément à cause des conditions de travail. Il faut trouver un emploi qui convient, mais cet emploi qui convient ne sera peut-être pas le même pendant toute la carrière. Et cela nous mène à la constatation que la mobilité constitue un instrument important pour notre marché de l'emploi. Jean-Paul y a fait référence aussi. Ce qui est important pour cette mobilité, c'est que les gens puissent avoir les bonnes informations sur leur propre emploi, sur les opportunités, les dangers. Il y a des risques en matière de santé, mais aussi, par exemple, sur le plan économique, technologique. Il y a des évolutions technologiques auxquelles on peut s'attendre pour certains emplois. Et donc, l'impact technologique sur les emplois n'est pas toujours le même pour tous les emplois. Il ne constitue pas toujours la même menace. Nous constatons aussi par le passé que l'introduction de nouvelles technologies dans certaines entreprises se déroule correctement et cela n'a pas entraîné les problèmes auxquels les gens auraient pu s'attendre. Donc des informations sur son emploi, des informations sur le marché du travail de manière générale, ça c'est important. Si nous souhaitons que les gens aient la possibilité de changer d'emploi, il faut évidemment qu'il y ait une perspective de nouvel emploi. Il faut qu'il y ait d'autres emplois qui soient suffisamment attrayants pour les peu qualifiés, ici en l'occurrence, pour qu'ils puissent avoir une issue, une alternative. Et nous avons également parlé du rôle de la formation, du compte formation carrière. Ça a été souligné. Il faut aider les gens pour qu'ils puissent acquérir les compétences nécessaires afin d'être en mesure de trouver un nouvel emploi. Et donc nous en sommes revenus au thème de la reconnaissance formelle des compétences acquises. Force est de constater qu'il existe des préjugés concernant les âgés sur le marché du travail, y compris chez les âgés eux-mêmes. Certaines personnes âgées ou certains demandeurs d'emploi plus âgés ont moins tendance de chercher un emploi parce qu'ils partent du principe que de toute façon, pour les âgés, il n'y a pas d'emploi. Et lorsque les employeurs voient qu'un travailleur ou qu'une personne plus âgée se présente, eh bien, ils ont un petit peu peur parce que c'est exceptionnel et donc on en arrive à un cercle vicieux qu'il faut essayer de casser. Alors l'accompagnement de carrière peut s'avérer un instrument possible, par exemple dans le cadre d'une discussion de carrière périodique. L'employeur peut jouer un rôle important, le FEDEAB, le Forum, l'Actiris peuvent également jouer un rôle dans ce cadre-là. Voilà pour les conclusions du groupe de travail faiblement qualifié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tom Bevers. Il y a quelques conclusions très intéressantes qu'on va présenter aux partenaires sociaux tout à l'heure.
travaillé sur l'un des thèmes concernant la carrière harmonieuse, notamment fin de carrière et le travail intergénérationnel, était présidé par Rudy Delarue. Rudy Delarue is voorzitter van de... Il est président du CNT. Ça veut dire qu'on va avoir une dernière présentation sur donc, le dernier groupe de travail de hier. Merci. Ja, onze werkgroep ging over... Dans notre groupe de travail, on a parlé du travail intergénérationnel et on a constaté 4 points prioritaires. Il y avait pas mal de convergences dans l'identification de ces points et dans les différentes dimensions. Évidemment, il faut poursuivre la discussion sur les modalités concrètes, car dans certains cas, ce n'est pas très facile. Certains aspects ont déjà été présentés par mes collègues et je pense que les 4 points prioritaires peuvent avoir une valeur ajoutée. Il s'agit tout d'abord du fait qu'il faut une approche carrière qui est de cycle de vie. Il faut éviter une approche qui vise seulement les plus âgés ou seulement les jeunes. Il nous faut une approche cycle de vie. Ce n'est pas nouveau, on peut déjà le retrouver dans des textes existants belges, internationaux et même européens. Deuxième aspect est qu'il faut une approche globale dans laquelle on peut aborder les différentes dimensions. Troisième priorité est qu'il faut vérifier si la politique, la législation, les arrêtés d'exécution, les CCT de tous les niveaux, les arrêtés des différents comités de gestion des parastataux sociaux et l'échange des informations sont toujours à jour concernant ces perspectives de cycle de vie afin d'atteindre les 80% de taux d'emploi car c'est un objectif assez ambitieux. Dernier point est d'examiner si et comment de bonnes initiatives au niveau sectoriel, intersectoriel et régional peuvent être renforcées et déployées. En ce qui concerne cette approche carrière, comme je vous ai déjà dit, afin de pouvoir augmenter le taux d'emploi vers 80%, une approche cycle de vie est nécessaire. On peut donc dire que les jeunes travailleurs d'aujourd'hui, qu'ils sont les travailleurs âgés de demain. Et ça veut dire qu'il faut une approche de prévention et une approche de la carrière entière. Je veux quand même aussi souligner qu'on ne part pas de zéro, parce qu'il existe déjà d'instruments et d'initiatives des partenaires sociaux et des autorités. Et ça fait 1 an et quelques mois que je suis président du CNT. Avant, je travaillais auprès de la Commission européenne, Donc, j'ai quand même vu qu'auprès du CNT et auprès des comités de gestion de la sécurité sociale, comme l'ONEM, ONSS, Conseil supérieur prévention protection, etc., qu'on travaille beaucoup afin d'avoir un bon encadrement et d'adapter les règles et de les actualiser. Mais évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut une évaluation, actualisation, une adaptation et un renforcement. J'ai travaillé longtemps auprès de la Commission européenne et je suis quand même parfois surpris de la vision négative dont on regarde en Belgique le monde du travail, comme si certains défis se situent seulement en Belgique. Évidemment, il faut des adaptations, certainement, si on a cet objectif de 80%. Mais je peux vous dire que le Conseil des Pays-Bas a adopté un avis il y a quelques
temps et ces points sont déjà réglés en Belgique et même un jour en Belgique. Donc, ce n'est pas nouveau ici. Et en Allemagne, on a aussi de bons points, on a aussi des problèmes. Et pour cela, Tom a fait référence à une différence fondamentale entre nous et l'Allemagne, c'est-à-dire que eux, ils ont beaucoup moins de systèmes de cascade dans l'enseignement et ça a un impact sur le marché du travail. Ils ont des systèmes d'apprentissage dual, ça c'est vrai, mais beaucoup moins qu'ici. Et ça a un impact sur la dimension de l'apprentissage tout au long de la vie. Cette approche globale comprend différentes dimensions. Ceci exige des actions au niveau bipartite, donc entre partenaires sociaux, mais aussi au niveau tripartite, donc avec les autorités. Ce n'est rien de spectaculaire, hein, ça se voit également dans nos pays voisins, c'est une manière normale d'agir qui est également prévue dans les conventions de l'Organisation internationale du travail. Il est très important de renforcer les transitions sur le marché du travail. Ce concept n'est pas nouveau, mais il faut le renforcer. Et ça contient plusieurs dimensions. Donc, de travail au travail et de emploi au emploi. Je pense qu'il faut plus d'efforts, de chômage au travail et de maladies de longue durée au travail. Jean-Paul Delcroix l'a déjà signalé, nous avons introduit un avis large avec beaucoup de recommandations qui impliquent toutes les régions et acteurs afin de faire en sorte que la réintégration des malades de longue durée soit assouplie et facilitée. La suggestion que j'entends aujourd'hui sur la combinaison d'allocations et de travail, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps en Belgique. Mais il faut savoir comment le faciliter et l'assouplir. Donc, renforcement des transitions, on a encore un travail à faire. Puis, le renforcement de l'activation où nécessaire. Donc, il s'agit des demandeurs d'emploi et des chômeurs. C'est le travail des régions, mais aussi les travailleurs dans un contexte particulier, comme par exemple les travailleurs en maladie de longue durée. Il faut une restructuration et les modalités sont très importantes. Les modalités pour de tels thèmes sont importantes. La formation tout au long de la carrière est quelque chose qui a déjà été abordé à plusieurs reprises. En Belgique, on a constaté qu'on fait déjà pas mal d'efforts, mais ça revient trop peu auprès des peu qualifiés et les personnes les plus âgées. Et c'est en partie aussi une responsabilité des travailleurs, employeurs et des autorités. Le travail sur mesure est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer un modèle standard pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont une carrière différente que la personne moyenne, des carrières lourdes, des carrières qui permettent peut-être de changer plus facilement de fonction, d'avoir un autre job plus facilement. Donc, il y a une importance du travail sur mesure. Puis le renfort de la concertation sociale dans l'entreprise sur l'approche de carrière. La concertation sociale a des règles, ce n'est rien de nouveau. On a ça dans les conseils d'entreprise, s'il n'y a pas de comité de prévention de protection au travail, aussi auprès de la délégation syndicale, mais aussi dans les secteurs, parce que la concertation sectorielle est très importante pour les PME et nous sommes un pays avec beaucoup de PME. La concertation sociale est très importante et les initiatives au niveau sectoriel sont également importantes. Donc, en ce qui concerne l'approche carrière, il faut bien envisager comment mener et renforcer la concertation sociale en dehors des entreprises. Il faut attaquer la discrimination des travailleurs plus âgés et ça consiste de différentes approches, notamment premièrement cette approche de la discrimination liée à l'âge. Donc il y a des actions qu'on peut mener pour les jeunes et les personnes âgées qui se trouvent en situation difficile. Il y a également des initiatives du CNT, des régions auprès du CNT en 2020.
on a publié une brochure sur la lutte contre la discrimination lors des embauches et pour l'égalité du traitement. Malheureusement, c'était lors du lockdown et donc il faut regarder comment on peut donner plus de publicité à cette brochure. Il faut aussi faire quelque chose au jugement positif des personnes plus âgées, les travailleurs plus âgés. Il y a beaucoup de stéréotypes qui existent à tous les niveaux pour ces personnes et on a encore un bon travail à faire afin de faire en sorte que la valeur ajoutée des travailleurs plus âgés soit reconnue. Pour la formation des salaires, c'est une compétence des secteurs et des entreprises. Il existe des CCT à ce sujet et il y a même un rapport nuancé du CCE avec une référence que vous trouvez sur les slides sur le salaire lié à l'ancienneté. Il y a aussi des textes nuancés de l'OCDE et hier, le président du CSE, Steven Van Ackere, a fait référence au fait que les problèmes des salaires liés à l'ancienneté doivent être situés mieux, surtout auprès des hautement qualifiés. Les peu qualifiés sont beaucoup moins confrontés à cela parce que les structures sont différentes. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans des carrières dans le non-marchand où il y a moins de possibilités afin de faire augmenter le salaire. Donc, si on a une telle carrière, c'est différent que quand on a la possibilité de faire beaucoup de promotions. En ce qui concerne la dimension du genre, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est très important de l'aborder parce que le gender mainstreaming est un point essentiel également pour cette approche de cycle de vie. Il est clair qu'à la fin de la carrière et au début de la carrière, il y a des éléments qui sont d'importance, comme le manque de l'égalité du traitement, qui doivent être résolus. Il y a une volonté entre les partenaires sociaux pour parler de la réforme des régimes de congés, de les rendre plus adaptés à l'avenir. Il y a déjà une concertation sociale en cours, mais on investit aussi à réformer la directive européenne Work-Life Balance qui compose des éléments importants pour ces congés thématiques. Un autre point à souligner est que la sécurité sociale doit accompagner, mais aussi renforcer les carrières. Ce n'est pas typique pour la Belgique. C'est essentiel pour tous les marchés de travail modernes. On le voit également au Danemark et en Suède. Là, il y a une forte interaction, comme chez nous, entre les carrières et la sécurité sociale. Troisième grande dimension, une priorité, est vérifier si la politique, la législation, les arrêtés d'exécution, les CCT à tous les niveaux, les pratiques et les échanges de données sont toujours à jour concernant cette perspective de cycle de vie. Les CCT, s'il y a des numéros, ce sont des CCT du CNT interprofessionnel. On a une CCT à laquelle on a déjà fait référence pour l'exécution d'un plan d'emploi dans les entreprises. Les travailleurs les plus âgés, donc on parle des personnes de plus de 45 ans. Peut-être il faut regarder si on peut peut-être appliquer une approche de cycle de vie plus tôt que le système existant afin d'améliorer les choses. Il y a aussi une nécessité nationale sur le droit de l'outplacement pour les travailleurs d'à partir de 45 ans qui sont licenciés. Pour cela, il faut peut-être aussi examiner si cette approche de cycle de vie n'est pas mieux adaptée et si l'âge de 45 ans est toujours à jour, disons. En ce qui concerne la mobilité du travail, pour l'instant, le ministre d'Allemagne a demandé un avis. Il s'agit de l'accompagnement des transitions dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, et de même pour le secteur. Ça va beaucoup plus loin que seulement la problématique
de l'indemnité de préavis, ça a été inspiré par l'Autriche. Ce modèle-là est beaucoup plus large que de ce qu'on en pense et qui est retenu à l'article 39 ter. Mais en ce moment, il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Il s'agit donc de la mobilité plus large de l'emploi. La sécurité sociale, j'en ai déjà parlé. Il y a un échange essentiel entre la flexibilité et la sécurité. Mais il est également important que la sécurité sociale puisse renforcer les carrières. Il y a également une recommandation de l'Union européenne sur la protection sociale et auprès du CNT, on a déjà pris position à ce sujet et la Belgique doit élaborer un plan d'action, ce qui a déjà été fait, mais c'est l'exécution qui va demander beaucoup de travail. Et puis, il faut également examiner auprès du CNT, mais aussi auprès des comités de gestion de sécurité sociale, comment et s'il faut des adaptations à des règles existantes. Pour la VDAB, on a déjà eu des questions du VDAB même, mais aussi de la ministre Krivits, mais il faut que je souligne ici que même les régions sont impliquées lors des comités de gestion de l'ONEM. Donc là aussi, ils ont une possibilité d'aborder des problèmes. Quatrième priorité est d'examiner si et comment des bonnes initiatives et de bons projets au niveau intersectoriel, sectoriel et régional peuvent être renforcés et déployés. Il existe déjà des projets et initiatives intéressants. Je vais vous énumérer quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif. Mais donc, il s'agit du matching, de nouvelles opportunités pour les jeunes et la fin de carrière des personnes âgées. Il existe un plan tandem dans certains secteurs où on combine le crédit temps ou les fins de carrière avec l'emploi des jeunes et leur accompagnement. Partager l'expérience des personnes plus âgées aux jeunes, ça s'appelle le mentorat. C'est quelque chose qu'il faut développer plus. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Reverse mentoring. Donc, les jeunes travailleurs vont accompagner les travailleurs plus âgés. Pensons aux sujets digitaux, par exemple. Les jeunes ont beaucoup plus de connaissances de ces sujets-là que les personnes âgées qui ne connaissent pas tellement le monde digital. Ce reverse mentoring est un point essentiel à aborder. Puis, il y a des initiatives pour, dans le cadre des défis démographiques, la faisabilité du secteur soit maintenue et même améliorée. Dans certains secteurs, on a créé un fonds de démographie, comme par exemple dans la chimie et le non-marchand, qui accompagne des actions dans les entreprises qui appliquent une approche cycle de vie. On a aussi fait référence au chèque de faisabilité en Flandre. Comme cela, l'employeur peut acheter un avis afin d'améliorer la faisabilité. Un autre point que je veux encore ajouter, c'est le coaching des dirigeants. Par exemple, comment envisager le travail hybride ou le télétravail. On a introduit un article lors de la crise sanitaire et c'est un article qui mérite beaucoup plus d'attention. Voilà, merci de votre attention. C'était le principal de notre groupe de travail que je voulais partager avec vous. Merci. Et comme cela, on a entendu tous les rapports des différents groupes de travail thématiques. Quelques de ces idées, on va les reprendre dans les débats avec les partenaires sociaux cet après-midi. On est arrivé presque à l'heure du lunch. Bon appétit et on se revoit ici à 2 heures pour les débats avec les partenaires sociaux. Dans le premier débat, je peux déjà mentionner peut-être seront représentés le CGLSB, CSC Boerenbond et la Fédération Wallonne de l'Agricultuur. Het tweede debat dat zal dan omstreeks 14:30, 3 zijn. Daarin zitten
siègent Uniso, UCM, FGTB et la CSC. Et lors du troisième débat à 15h15, is met FCTB, ACLVB, VBO en Unisoc. à tout à l'heure.